Michel Drac, Lucien Cerise, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à cet entretien pour le compte de l'association Culture Populaire. Nous sommes à quelques minutes après une conférence que vous avez tenue ici à Nice, qu'on a nommée France-Europe entre guerre économique et chaos social. Je rappelle la sortie de vos ouvrages Lucien Cerise, Neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale. Michel Drac, Triangulation, repère pour des temps incertains aux éditions Le Retour aux sources. Le vôtre, Lucien Cerise, il est aux éditions Contre-Culture. Et je passe immédiatement la parole pour la première question à notre ami Romain. Oui, merci. Alors, on va évacuer tout de suite une question un peu polémique pour nos deux invités. En fait, Michel, vous avez tendance à redimensionner un peu l'influence du lobby juif, entre guillemets, ou pro-israélien à l'échelle globale. Influence qui pourrait se réduire d'autant plus en cas d'intégration des oligarchies des BRICS dans le système mondialiste. Tandis que vous, Lucien, vous insistez très nettement sur un axe, on pourrait dire New York, Londres, Tel Aviv, en pointant du doigt notamment des cercles kabbalistes où semblerait s'élaborer la prédation financière, le chaos social contrôlé et la révolution transhumaniste. Pouvez-vous préciser vos points de vue ? Alors, moi, l'axe, je le vois plus entre Washington, Bruxelles et Tel Aviv. Je pense que c'est là que se prennent les décisions. C'est-à-dire que à ce niveau-là, l'économique est... Alors c'est sûr qu'il y a des boucles de rétroaction, des feedbacks, mais je pense que quand même l'économique est plutôt aux ordres du politique que l'inverse. Même si effectivement l'infrastructure économique décide toujours de la superstructure idéologique. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des donneurs d'ordre et que les flux économiques, les flux financiers sont plastiques. Et peuvent être reformatés, reconstruits au nom d'une idéologie qui s'appelle le mondialisme, ou qu'on appelle aussi le cosmopolitisme, qu'on peut appeler aussi le sionisme, qu'on peut appeler l'atlantisme. Il y a tout un tas de noms. Donc, et en fait, malgré tout, il y a une constante. Les constantes, c'est notamment, en fait, cette ambiance de chaos perpétuel que l'on connaît dans cette zone géopolitique et qui porte aussi comme nom la guerre hybride. Donc c'est Alexander Vershbow, délégué secrétaire général ambassadeur de l'OTAN à la conférence interparlementaire de Riga du 5 mars 2015, qui décrivait donc la guerre hybride de la façon suivante. C'est une citation donc je cite, nous avons vu émerger également une nouvelle forme de guerre hybride combinant l'intimidation militaire, l'intervention déguisée, clandestine, la fourniture clandestine d'armes et de systèmes d'armement, le chantage économique, la duplicité diplomatique et la manipulation médiatique avec une désinformation complète. Et donc, l'OTAN en général attribue cela à la Russie, mais en réalité, quand ce monsieur, au nom de l'OTAN, donc décrit cette nouvelle forme de guerre, en fait, il décrit ce que l'OTAN fait. Donc ensuite, je pense que le bras armé quand même de l'axe Washington-Bruxelles-Tel Aviv, c'est quand même l'OTAN. L'armée américaine aussi étant en quelque sorte plus ou moins fusionnée avec les structures de l'OTAN. La deuxième partie de la question, vous pouvez me la rappeler ? L'influence d'un point de vue financier, surtout peut-être de ce lobby un peu identifié. Et c'était un peu en opposition avec des interventions de Michel qui, lui, justement, insiste sur le fait qu'à l'échelle globale, Israël, finalement, est une petite puissance. Enfin, dans certains domaines, peut-être une grande puissance, mais dans d'autres, à l'échelle globale, finalement, on peut la redimensionner. Oui. En fait, je pense qu'il y a des choses qui dépassent, qui échappent même au groupe communautaire.
Donc il y a des tournures d'esprit, il y a des structures mentales. Alors effectivement, bon, il y a un type de structure mentale qu'on peut trouver chez les Israéliens ou chez les Juifs, mais qu'on peut trouver aussi ailleurs. Bon, voilà, enfin, je veux dire, c'est vrai que bon, se focaliser exclusivement, alors ça, techniquement, c'est peut-être comme ça que ça se passe, effectivement, mais ça dépasse les communautés, à mon avis. Et je pense que, bon, si... comment dire, en fait, pour moi, je suis plus convaincu par le modèle géopolitique, par exemple, de Troubetskoy ou de Dugin. C'est-à-dire, en gros, pour moi, le vrai clivage, il est surtout entre l'atlantisme, qui est effectivement fusionné avec le sionisme sous un certain angle, mais donc l'atlantisme et le sionisme d'un côté et le racisme de l'autre. Pour moi, le vrai clivage, il est plutôt là. C'est-à-dire, en gros, ce que disait Michel pendant la conférence, le clivage entre les sédentaires et les nomades, entre donc les forces en mouvement perpétuel, donc chaotique, de l'atlantisme et donc du sionisme, et les forces de stabilité anti-chaotiques, et donc parfois peut-être allant même vers une forme de conservatisme un peu pétrifié, qui sont celles donc de l'eurasisme. Enfin, pour moi, le vrai clivage, il est là. Michel, vous auriez un commentaire éventuellement ? Alors, d'abord, sur le fond, je crois qu'il y a très très peu de différence entre la lecture de Lucien et la mienne. Sur le fond, on pense à peu près la même chose et à peu près pour les mêmes raisons. Pas tout à fait du même point de vue, parce que moi, je suis beaucoup plus tourné vers l'économie et lui beaucoup plus vers la philosophie. Donc forcément, il y a une différence. Mais sur le fond, on converge à peu près. Après, sur la forme, il peut y avoir une vraie différence parce que moi, je crois que quand on prend la parole dans l'espace public, on doit se souvenir qu'on est responsable des conséquences de ce qu'on dit. Ça implique en particulier qu'il faut se souvenir que quand on va participer à la propagation d'un discours, on ne doit pas seulement penser à la cohérence interne de ce discours, on ne doit pas seulement penser à son exactitude, on doit aussi penser à la façon dont il va être reçu. Et en particulier, on doit se souvenir que il y a une partie non négligeable des gens qui vont nous écouter, qui n'ont pas forcément, je dirais, l'équipement culturel en quelque sorte pour bien comprendre ce que nous disons, le situer au bon niveau et en tirer les conclusions qui doivent en être tirées. Je me souviens là-dessus de quelque chose qui m'avait frappé. Il y a quelques années, le Retour aux sources a publié la traduction en français d'un texte, à mon avis, historiquement très important, puisque c'est probablement en fait le véritable texte fondateur du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Le manifeste pour briser les chaînes de l'usure de Gottfried Feder. C'est un ami qui m'avait parlé de ce texte. Je le lis. Bon, j'ai pas un niveau d'allemand qui me permet de le traduire, mais j'ai quand même un niveau qui me permet de le comprendre à peu près. Je dis effectivement, il faut le traduire. Et il faut le traduire d'autant plus que je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a profondément perturbé. Fondamentalement, je suis pas forcément d'accord avec tout. Il y a des moments où il est dans des élucubrations racistes et antisémites caractéristiques de son temps et de son époque, mais il y a une très très grande partie de son discours, je suis d'accord. En particulier quand il explique que le capitalisme industriel est beaucoup moins prédateur que le capitalisme bancaire, je suis d'accord. Alors moi, ça me perturbe quand même un petit peu à titre personnel, si vous voulez. Alors je ne vais pas vous la jouer à la Frédéric Aziza, mais Aziza et moi, on a un point commun. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai, lui, je ne sais pas, mais moi, je l'ai. Il y a des gens dans ma famille qui sont morts à cause de ce que Feder avait dit. Ouais, bel et bien des gens, en 1942, ils ont été raflés et ils ne sont pas revenus. Je ne sais pas comment ils sont morts. Je ne sais pas si on les a mis dans une chambre à gaz ou si on les a fait mourir tout simplement en leur passant en boucle la veuve joyeuse. J'en sais rien, je ne sais pas comment ça s'est fait. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été raflés, ils ne sont pas revenus. Et quelque part, il y a bel et bien une chaîne de causalité entre le discours de Feder en 1920 et ce qui se passe en 1942 à Paris. Bon,
Alors évidemment, c'est une chaîne de causalité qui passe par un certain nombre de médiations que Feder ne pouvait pas prévoir en 1920. Mais la chaîne de causalité existe quand même. Et nous, à la différence de Feder, on a l'expérience, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on sait que quand on tient le discours de Feder, si on ne fait pas attention avec qui on s'associe, de quelle façon on tourne les propos, après, ça ne va pas forcément être interprété par des gens qui seront comme nous dans la réflexion au vu de l'intérêt général. Ça peut être interprété par des gens beaucoup plus brutaux, beaucoup plus terre-à-terre, ça peut être récupéré. Bref, à la limite, on peut pardonner à Gottfried Feder en disant il ne pouvait pas prévoir, parce que c'est vrai qu'il ne pouvait pas prévoir. C'est vrai, si on se remet dans l'ambiance de l'époque et dans le contexte où il était, bon. Mais nous, on peut savoir, on peut s'en souvenir. Donc, cette responsabilité, on la porte doublement. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et est-ce que le camp d'en face a ce discours modulé justement en fonction de... Alors, le fait que le camp d'en face soit peuplé d'imbéciles irresponsables ne nous autorise pas à être des imbéciles irresponsables. Clairement. Donc, pourquoi, alors que fondamentalement, je suis d'accord avec la quasi-totalité de ce que dit Lucien, pourquoi je prends très souvent une position de contrepoids là-dessus? C'est parce que je me souviens que, en introduisant cette position de contrepoids, je vais aider des gens qui n'ont pas forcément ce réflexe à se souvenir que c'est pas parce qu'ils pensent une chose que le contraire est forcément faux, que le contraire peut être vrai en un certain sens, qu'il ne faut pas raisonner sur des catégories trop simples, qu'il faut se méfier des glissements sémantiques qu'on peut déclencher sous l'emprise d'une sorte de surévaluation de la cohérence et du caractère explicatif de la thèse qu'on a dans la tête. Et c'est ça que je fais. Et c'est pour ça que je le fais. Après, sur le fond, bon, à quelques nuances près, je n'ai rien à rajouter ou à enlever à ce qu'a dit Lucien. Très bien. Je passe la parole à Grégor du site noach.org. Lucie est le surnom du fossile découvert en 1974, duquel nous viendrions. La brebis est le premier animal cloné en 1996 pour singer le Christ, sans parler des néologismes venant de Huxley. Thomas, le grand-père, bras droit de Darwin, est l'inventeur du mot agnosticisme en 1869, tandis que Julian, le frère d'Aldous et fondateur du WWF, est celui du mot transhumanisme en 1957. La science, aux apparences neutres, peut être donc considérée comme une propagande clairement antichrétienne. Comment, selon vous, Lucien Cerise, est-il possible aujourd'hui de briser cette apparence de neutralité, d'objectivité, quand les religions contraires à cette mystique animant cette science sont-elles réduites, elles, à un particularisme ? Non, mais ça, c'est pas un problème. Enfin, les scientifiques eux-mêmes savent que de toute façon, le discours qu'ils produisent, c'est un état d'un processus de recherche, ce qu'on appelle un paradigme. Enfin, les scientifiques honnêtes, bon, évidemment. Enfin, il y en a toujours qui, en fait, sont soit des techniciens, donc en fait, qui ne réfléchissent pas sur leur propre pratique, qui n'ont pas d'ambition épistémologique, et qui pensent que l'état de la science à l'intérieur duquel ils travaillent est un absolu. Bon, mais voilà, c'est tout, c'est des techniciens. On ne peut pas leur reprocher non plus de ne pas réfléchir de façon critique sur ce qui marche à leur époque. Mais précisément, enfin, la science n'a pas de contenu fondamentalement. Donc en fait, on ne peut pas faire ce reproche à l'activité scientifique de ne pas être objective, puisqu'elle le dit elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est objectif, c'est les protocoles, les protocoles de recherche, les protocoles de validation, enfin, c'est-à-dire la méthodologie, qui sert de garde-fou. C'est-à-dire qui a pour principe de toujours revenir au principe de réalité, c'est-à-dire à l'expérience. La théorie doit être confrontée à l'expérience. Ensuite, bon, les nuances là-dedans, que ce soit déductif, inductif, hypothético-déductif, tout ça, bon, c'est, je dirais un petit peu, comment dire, je ne vais pas l'aborder maintenant, quoi. Mais fondamentalement, le discours doit être confronté aux faits. C'est ça la base. C'est ce qui distingue l'activité scientifique
des autres activités humaines, métaphysiques ou autres. Et donc, à partir de là, la science assume, enfin la méthode scientifique, en fait je préfère le terme de méthode scientifique, parce que la science, ça donne l'illusion effectivement qu'il y a un contenu. Non, la méthode scientifique, en fait, donc revendique l'absence de contenu. En revanche, elle reste intransigeante sur la rigueur méthodologique et donc le fait de se confronter toujours aux faits. Après, voilà, donc en fait, il y a des faux procès qui sont faits, des mauvais procès qui sont faits à la pratique scientifique. Hein, c'est-à-dire que accuser la science d'être dogmatique ou je ne sais quoi, bon, c'est un peu hors sujet, quoi. Romain, pour une question pour Michel. Oui, je voulais revenir sur l'affaire des Panama Papers qui a été évoquée durant la conférence. En fait, un des noms qui ont été... Enfin, une des personnes qui a été visée, effectivement, c'était Vladimir Poutine, comme l'a fait remarquer Lucien. Une autre personne qui a été visée, c'est David Cameron. Et je voulais demander à Michel, justement, si ça pouvait avoir un lien avec les rumeurs de Brexit et donc une déstabilisation de la Grande-Bretagne. Voilà. En fait, la Grande-Bretagne joue un rôle clé dans le dispositif américain. Dans un de ses livres, un de ses textes, Zbigniew Brzezinski, qui a longtemps été un conseiller très important des différentes administrations démocrates, dit explicitement « Les États-Unis doivent utiliser la Grande-Bretagne pour attacher l'Europe occidentale aux États-Unis, comme ils utilisent la France pour attacher l'Allemagne aux États-Unis. » C'est-à-dire que c'est une chaîne de l'impérialisme, en quelque sorte, à constituer. La Grande-Bretagne, aujourd'hui, est inscrite dans les systèmes d'espionnage américain. Il y a une interpénétration de fait. En réalité, on peut pratiquement considérer que c'est un vassal obligé des États-Unis. Bon. Est-ce que Cameron va accepter réellement de conduire la Grande-Bretagne au Brexit? Qu'est-ce que le Brexit va impliquer à ce stade? Tout ça, on ne le sait pas. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion, de plan sur la comète. Moi, ce que je pense, c'est que bon, les gens qui ont été outés, entre guillemets, dans les Panama Papers, donc, ce sont des gens qui, pour une raison ou pour une autre, devaient être fragilisés à un certain moment. Est-ce que c'est lié au Brexit ou à un autre dossier que nous ne connaissons pas? J'ai aucun moyen de savoir. Parce que ça peut être plein de choses. La Grande-Bretagne joue un rôle très important sur la planète finance, bien au-delà de la question du Brexit. Quand on a envisagé avec Strauss-Kahn de faire évoluer le système monétaire international, la City of London était probablement plutôt d'accord. Il faut voir que les Britanniques continuent à maîtriser les marchés d'échange, même si la monnaie de réserve, c'est le dollar. Il peut aussi y avoir des conflits à l'intérieur, une guerre entre alliés en quelque sorte, entre Américains et Britanniques, ou à l'intérieur de la Grande-Bretagne, entre des gens qui sont partisans d'un alignement strict sur les États-Unis et ceux qui n'en sont pas partisans. Comment savoir? Voilà, ma réponse, c'est ça. C'est là où je vous suis tout à fait, c'est que bien évidemment, ces histoires de Panama Papers, c'est de la déstabilisation ciblée, ça c'est clair. Mais alors pourquoi ils ont ciblé précisément Cameron en ce moment? Est-ce que c'est lié au Brexit? Peut-être. Une question de Lisa à propos du livre Neuropirate. Donc, Lucien Cerise, vous affirmez que les mécanismes de piratage du cerveau que vous identifiez ont un objectif implicite qui serait à terme l'extinction de l'espèce humaine et sa substitution par un homme augmenté, donc le projet transhumaniste finalement. Ma question était, est-ce qu'on peut y déceler la continuité des grands projets génocidaires historiquement reconnus par des moyens déguisés?
Je pense que c'est pire. Non, mais les grands projets génocidaires étaient, comment dire, en fait, toujours de toute façon localisés ou comment dire ça, ciblaient en fait telle ou telle communauté, telle ou telle partie de l'espèce humaine. Là, ce qui est en cours, c'est un génocide de l'espèce en entier. Donc c'est bien pire. Hein. C'est là bon, il y a peu de chances que le transhumanisme soit réalisé tel que ses pères fondateurs le veulent. Effectivement, malgré tout, il peut y avoir des dommages collatéraux dans le processus pour y arriver. Les dommages collatéraux, on les voit déjà. Enfin, je veux dire, le LGBT est un volet du transhumanisme. Et ça va créer donc la théorie du genre qui est toujours en application dans les écoles en France ou en Europe, va produire des dégénérés. Enfin, des pauvres gosses qui ne sauront pas lire ou qui auront des problèmes de type hyperactivité ou ce genre de choses. Tout ça, bon, dans une perspective en fait, de dépassement de l'espèce humaine, en allant vers en fait, le sexe neutre ou ce genre de choses, quoi. Et donc là, on attaque le transhumanisme avise toute l'espèce, hein, et donc en ce sens, c'est bien pire que les génocides réalisés ou pas des siècles passés. Enfin, c'est infiniment plus grave, hein, c'est évident. À partir de là, oui, là, on est vraiment dans une espèce de réinitialisation complète, hein, et qui est d'une cruauté, évidemment supérieure à tout ce qui s'est passé par le passé. Alors, on a énormément de questions et on a malheureusement que 20 minutes encore à accorder à cet entretien. Je passe la parole à Fred. Bonsoir. Alors c'est une question pour Lucien, mais peut-être aussi Michel pourra y répondre. Donc, grâce au web, de plus en plus de gens comprennent ce qui se passe, et vous estimez que désormais leur projet de domination va bientôt s'effondrer, en même temps que la suprématie du dollar d'ailleurs. Malheureusement, une très forte secousse économique ou militaire pourrait empêcher les restructurations politiques de la machine sociale telle que le peuple la souhaiterait. Alice Bailey, George Soros, Attali et Rockefeller sont ou étaient tous impatients de voir arriver cette fameuse crise monumentale, principal outil de leur projet. Est-ce que dans l'urgence de la panique et dans ce que désigne Naomi Klein comme la stratégie du choc, c'est-à-dire une stratégie organisée et planifiée, vous pensez que nous pourrions quand même avoir la main sur un futur relativement proche, ou faut-il projeter cet espoir sur 50 voire 80 ans ? Bon, pour moi, ce qui compte, hein, c'est de préserver une extériorité au système géopolitique, piloté par l'axe Washington, Bruxelles, Tel Aviv. Je redonne tout à ça. À partir de là, en fait, je pense en fonction de ça. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, cet axe géopolitique, c'est le mal avec un grand M. Il n'y a plus rien à sauver de ce côté-là. À partir de là, en fait, tout ce qui peut attaquer cet axe géopolitique est bon. Ensuite, alors on va me dire oui, mais ailleurs c'est pareil. Enfin, l'autre axe géopolitique qui serait Moscou, Téhéran, Pékin, vaut pas mieux. Je parle du profit qu'il ferait avec un choc de type violent, avec une crise économique mondiale ou peut-être même une guerre. C'est de ça dont on parle, un peu comme la stratégie du choc de Naomi Klein, où en fait ils profitent à chaque fois de grosses secousses comme ça pour pouvoir faire leur projet. En deux mots. Mais en fait, oui, alors je réponds directement, quoi. Mais c'est-à-dire que là, un choc entre ces deux axes géopolitiques, en un sens, serait pour avoir des effets bénéfiques. À partir du moment où ça élimine l'axe Washington-Bruxelles-Tel Aviv. Mais ça l'élimine, c'est-à-dire ça l'éradique totalement. Il n'en reste plus rien. Donc effectivement, on pourrait envisager qu'un conflit nucléaire, qui serait perdu forcément par cet axe, finalement, au total, à la fin des fins, quoi, en quelque sorte, aurait des effets positifs. Là, ce que je dis peut paraître un peu énorme, mais
on est dans les normes. On y est. Je veux dire, c'est pas moi qui décide de l'échelle d'analyse. On est aujourd'hui dans les prémices d'un conflit majeur. J'en veux pour preuve que là, au mois de février, le président ukrainien a signé à Bruxelles un papier qui l'engage à aligner les standards militaires ukrainiens sur ceux de l'OTAN, et pour garantir l'interopérabilité totale des forces ukrainiennes avec celles de l'OTAN à horizon 2020. Bon, ça, c'est pas un site conspirationniste, vous le trouvez, enfin, j'ai archivé tout. Ça veut dire que l'OTAN attaque la Russie en 2021. Allez, c'est ça que ça veut dire, concrètement. Parce que là, il y aura donc l'intermarium réalisé, c'est-à-dire en fait le front, enfin la ceinture de containment là, réalisée entre les États baltes, la Pologne et l'Ukraine. Donc, sauf accident, le programme de l'OTAN, c'est d'attaquer la Russie sur un front unifié au niveau militaire. Et donc, bon, évidemment, faut mesurer les conséquences, sachant que, certes, entre la Pologne et la Russie, il y a la Biélorussie, mais la frontière ukrainienne est à 300 km de Moscou. Je vois mal comment Moscou pourrait ne pas réagir dans une configuration pareille. Je veux dire, il y a des officiels russes qui disent que de toute façon, on y va. On y va parce que à partir du moment où il y aura des missiles stratégiques implantés en Ukraine, et nous y allons, ils pourront frapper les installations nucléaires russes qui sont situées au niveau de l'Oural. Actuellement, ils ne peuvent pas. Mais l'OTAN a absolument besoin d'aller le plus possible à l'Est. C'est une espèce de Drang nach Osten. Et à partir du moment... et avec l'Ukraine, ça devient possible en termes de kilométrage. Donc nous allons au conflit nucléaire, c'est évident. C'est évident, sauf accident, si Trump est élu. Si Marine Le Pen est élue, s'il y a un Brexit, s'il y a patati et patata. Vous voyez, enfin, en gros, bon, il y a toujours peut-être effectivement des possibilités. Bon, Marine Le Pen étant plutôt pro-russe que pro-américaine. Enfin, en tout cas, bon, son équipe, quoi. Enfin, c'est en termes de financement, tout ça. Bon. Donc là, au niveau des alliances géopolitiques, sachant que Trump aussi s'est exprimé sur la question, bon, voilà. Donc, on peut éviter ça, effectivement, sous certaines conditions. Mais si elles ne sont pas, si c'est Clinton qui passe, si c'est Juppé et compagnie, etc., ou Sarkozy qui repasse, encore que Sarkozy est en train d'être acheté par Moscou, donc ça peut encore redistribuer les cartes. Ouais, bon, je suis pas déterministe, je dis pas qu'on y va, mais je veux dire, pour ne pas y aller, il va falloir réunir beaucoup de signes noirs, comme on dit, c'est-à-dire des imprévus, quoi, des imprévus par le système, Washington, Bruxelles, Tel Aviv. Alors toujours sur le thème de l'international, on va passer à Romain. Et puis ce serait bien aussi de parler au niveau national. On a des questions notamment sur les élections régionales, etc. On va en garder. Non, justement, en parlant de friction entre blocs géopolitiques, j'aurais voulu avoir les jugements de Michel sur l'intervention décisive de la Russie en Syrie, puisque là, Palmyre a été libéré. D'ailleurs, on peut rebondir un peu sur les travaux de Lucien avec la guerre hybride, puisque maintenant les Russes se posent quasiment en défenseurs, en sauveurs de la civilisation face au terrorisme. Et que d'ailleurs, on peut dire aussi, donc déjà, est-ce que Michel les attendait à ce niveau du point de vue opérationnel, je veux dire les Russes? Et surtout, une des conséquences de l'intervention russe en Syrie, ça semble quand même être le déploiement quasi mécanique du terrorisme en Europe, au lieu de in situ en Syrie. Je crois qu'en Syrie, bon, déjà, sur le plan géopolitique, là par contre, j'ai quelques divergences avec Lucien. Je pense que l'oligarchie américaine n'est pas forcément unitaire, qu'il y a des débats à l'intérieur, et en particulier qu'il y a une tendance aujourd'hui dans une partie de cette oligarchie à vouloir organiser un pivot vers l'Asie. Parce qu'en fait, les Américains réfléchissent en termes de menace principale, et ils sont en train de faire l'analyse que la menace principale, certains Américains font l'analyse que la menace principale n'est plus la Russie, que ça commence à devenir la Chine. Et les Américains, semble-t-il, sont en train de s'organiser pour pouvoir transférer massivement des moyens vers le théâtre pacifique. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne gardent pas en réserve la possibilité éventuellement de mettre un très gros coup de pression sur la Russie. Mais honnêtement, je veux dire, à mon sens, c'est allé un peu trop vite que de dire
parce que l'Ukraine, Poroshenko a signé un accord avec l'OTAN pour une intégration à 2020, il prépare une opération offensive à cette échéance. Je pense surtout qu'il prépare la possibilité de faire pression sur les Russes en les menaçant d'une opération offensive, et éventuellement, si les choses dérapent, si elles vont au-delà de tout ce qui est acceptable de leur point de vue, effectivement, là, après, ça peut aller très très loin. De là à dire qu'ils ont déjà arrêté une stratégie et qu'elle va jusqu'à l'attaque directe, moi, je n'irai pas jusque-là. Je ne dis pas que c'est faux, je dis qu'à ce stade, je n'ai pas les éléments pour conclure dans ce sens-là. En revanche, il est très clair, effectivement, qu'ils veulent mettre une pression très forte sur Moscou, mais en même temps, il y a cette politique de pivot vers l'Asie et il y a ce qui s'est passé donc en Syrie. Là, manifestement, les Américains et les Russes ont conclu une sorte de modus vivendi. Je pense, là je tire un peu des plans sur la comète à mon tour, que ça vient du fait que les Américains ne savent qu'ils ne peuvent pas basculer vers le théâtre pacifique si le niveau de tension ne diminue pas au Proche-Orient. Ils n'ont pas envie de s'engager massivement là-dedans. Ils ont laissé les Français partir en francs-tireurs, probablement poussés discrètement par les Israéliens. Et puis ils nous ont laissé tomber, après qu'on ait mis sur les Russes la pression qui a sans doute servi ensuite aux Américains à négocier un certain nombre de... On a un peu servi de monnaie d'échange dans cette affaire, je crois. Je pense que l'intervention russe en Syrie a été rendue possible en partie pour cette raison. En partie pour cette raison, parce que les Américains, manifestement, essayent maintenant surtout de limiter le développement de ce que Huntington appelait l'axe islamo-confucéen, parce qu'ils essayent de se rapprocher de l'Iran, parce que ça, je pense même que Obama, quelque part, ça a dû l'amuser de planter la politique israélienne au passage. Ça peut jouer un rôle. Parfois, les questions d'hommes jouent vraiment un rôle. Secondaire, mais ça peut arriver. Et donc, les Russes, en quelque sorte, ont négocié, je pense, avec les Américains, le droit d'intervenir en Syrie. Je pense que ça s'est fait comme ça. Après, est-ce que c'est une surprise au niveau des capacités militaires? Je ne suis pas un expert. J'ai discuté avec un spécialiste qui m'a dit que, à son sens, effectivement, les Russes ont démontré que par rapport à ce qui était passé en 2008, ils ont fait de très très gros progrès et que donc, c'est une démonstration de force sérieuse. Après, en soi, le fait qu'ils aient pu casser la gueule à 3 barbus imbéciles, tout ce que ça prouve, c'est que ça fait 2 ans que les Occidentaux faisaient semblant de combattre ces 3 barbus, c'est tout. Bon, voilà. Ensuite, visiblement, les Russes se sont un peu arrêtés en cours de route, peut-être parce que Bachar al-Assad, de son côté, ne leur a pas non plus donné tout ce qu'il voulait. Peut-être aussi parce qu'ils ont un peu envie de continuer à laisser croître un foyer de déstabilisation au sud de la Turquie. Mais là, on entre vraiment dans les plans sur la comète. Il y a trop d'échiquiers invisibles sous l'échiquier qu'on voit. Je voudrais rebondir aussi sur la géopolitique. Bon, il y a quand même des déclarations très claires. La doctrine militaire américaine publiée officiellement dans un PDF que vous pouvez avoir sur Google en 2015 mettait sur le même plan la Russie, la Chine, l'Iran et le terrorisme. Et ça a été répété à 2 reprises par Ashton Carter, donc le dernier ministre de la Défense. Donc là, en fait, on est vraiment dans ce qui s'appelle une déclaration de guerre, puisque depuis 2001, on est dans la guerre au terrorisme. Dans cette doctrine militaire 2015, donc les 3, et la Corée du Nord, j'oubliais. Donc la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran sont accusés de vouloir réviser l'ordre international sous pilotage américain et sont mis sur le même plan que le terrorisme, la menace terroriste. Donc, il est bien évident que le Pentagone n'est pas homogène totalement et qu'il y a aussi effectivement des gens qui veulent la paix, fondamentalement, au Pentagone, à la CIA, partout, ça on est bien d'accord. Mais quand on voit la doctrine officielle, là je parle de la doctrine officielle publiée et répétée par le ministre, qui est un civil, qui n'est pas un militaire, et souvent les militaires sont plus réalistes, quand je vois ça, je me dis on va au conflit, c'est certain, puisque c'est vraiment la doctrine officielle.
Ensuite, effectivement, je pense qu'il y a, comme tu le dis, des gens qui freinent des quatre fers, chez les civils, chez les militaires, et qui se disent on est dirigé par des fous. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont dirigés par des docteurs Folamour. C'est vrai, c'est pas excessif de dire ça. Et alors j'espère que effectivement les dissidents, on pourrait dire du Pentagone ou du Congrès, etc. En fait, feront tout ce qu'ils pourront pour empêcher que leur propre directeur, que leur propre patron, qui sont des docteurs Folamour, effectivement, aillent jusqu'au bout de l'affrontement. Alors à propos de guerre et d'organisation internationale, une question de Fred. Alors, après la Première Guerre mondiale, on a eu la Société des Nations. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'ONU. Et est-ce qu'après le troisième conflit mondial qui se prépare, semble-t-il, est-ce que nous n'aurions pas notre fameux gouvernement mondial ? En quelques mots, l'un ou l'autre. S'il y a affrontement effectivement entre deux blocs géopolitiques tels qu'ils se profilent, il n'y aura pas de gouvernement mondial. Non, effectivement, il y aura éradication ou affaiblissement significatif de l'axe atlanto-sioniste, en fait, ou atlanto-européano, ou euro-atlanto-sioniste, voilà, pour essayer de synthétiser en une formule un peu les trois têtes de la dynamique impériale, mondiale, mondialiste, cosmopolite. Mais ensuite, il n'y aura pas de gouvernement mondial dans ces conditions. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est cet axe-là qui domine, qui gagne la dernière guerre, oui, il y aura effectivement gouvernement mondial, mais je ne pense pas que cet axe-là soit en mesure de gagner une guerre, sachant que l'OTAN, par exemple, a un groupe de travail sur le LGBT qui passe leur temps, que les armées anglo-saxonnes et autres passent leur temps à féminiser ou à transsexualiser leurs effectifs militaires. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre mondiale, parce que au-delà des ogives nucléaires, après il faut des troupes au sol. S'ils y vont en talons aiguilles, ils vont pas tenir très longtemps devant les Spetsnaz et les forces spéciales. Voilà. Donc en fait, on est dans un système qui est en train de se suicider, ce système Washington-Bruxelles-Tel Aviv, qui est en train de se suicider, mais qui voudrait entraîner le reste du monde là-dedans. À partir de là, l'autre axe, et qui est que j'invente rien, puisque c'est la doctrine officielle militaire. L'autre axe, Moscou, Téhéran, Pékin. Je passe sur la Corée du Nord, parce que c'est une région, c'est une province chinoise fondamentalement. Donc cet autre axe eurasiatique, lui reste tout simplement dans un réalisme politique. Je ne dis pas qu'il est parfait. Je veux dire que c'est super de vivre en Chine. Simplement, nous avons affaire à des gens rationnels. Et les Chinois le disent eux-mêmes. J'avais lu un article sur sinua.net, en version française, un communiqué de Pékin qui disait oui, voilà, nous voulons une approche géopolitique rationnelle, etc. Depuis combien de temps on n'a pas entendu ce mot dans le vocabulaire politique occidental, rationnel? Voilà. Donc là, on a affaire à des gens qui sont premièrement un recrutement de leurs élites qui se fait vraiment au travail, qui se fait pas en fonction de l'origine communautaire ou des pratiques sexuelles. Parce que c'est ça maintenant, dans la sphère atlantiste, c'est plus que comme ça. Donc on a affaire à des gens, à un recrutement des élites qui se fait au travail, et donc c'est une vraie méritocratie et sur des bases de réel politique. Donc quelles que soient leurs opinions, je préfère avoir affaire à ça plutôt qu'à des tarés complets qui veulent absolument transsexualiser leurs effectifs militaires. Je choisis le moins pire. En fait, Grégor. Oui. Pierre Hillard rappelle dans l'une de ses conférences que Nimrod, à l'initiative de la tour de Babel, meurt d'atroces maux de tête causés par un moustique entré dans sa narine. En somme, le plus grand et le premier des mondialistes est terrassé par le plus petit animal, un insecte, qui soit. Cela rappelle évidemment l'histoire du bug insecte en anglais dans l'informatique. Selon vous, Lucien Cerise, quel improbable grain de sable pourrait enrayer la plus ingénieuse des machineries qu'est ce Big Brother? Je ne crois pas au grain de sable. En fait, on a toujours affaire à des états profonds contre d'autres états profonds, c'est-à-dire à des organisations contre d'autres organisations.
Mais le grain de sable individuel qui fait dérailler tout le système, ça, j'y crois pas, en fait. Enfin, ensuite, il y a une accumulation de grains de sable, hein, évidemment, qui peuvent effectivement produire des effets sur le long terme, hein, et qui tirent la machine globale dans un sens plutôt que dans un autre. Mais le grain de sable, ça, en fait, c'est un effet trop faible pour comment dire. Après, on va dire oui, mais bon, la théorie du chaos dit que le battement des ailes d'un papillon à tel endroit va produire un cyclone à tel autre endroit. Oui, ça, c'est pas faux, d'accord. Mais je veux dire, bon, en même temps, la formule de Lorentz, là, bon, c'était un peu imagé. Ça se passe pas comme ça en réalité, même dans les effets chaotiques et imprévisibles. Mais non, mais il y a toujours des imprévus. Mais fondamentalement, faut être justement, faut faire de la réelle politique. On a toujours affaire à des services secrets contre d'autres services secrets, et ce sont les mieux organisés, ce sont ceux qui ont le réseau d'informateurs le plus développé qui gagnent. C'est tout. Donc en fait, bon, le coup du grain de sable ou de l'individu qui va faire dérailler tout un establishment, tout un état profond. Ça, c'est un peu du gauchisme, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un reste de mai 68, quoi. En réalité, il n'y a que des appareils d'État, il n'y a que des grosses organisations qui peuvent faire un contre-pouvoir à d'autres appareils d'État, à d'autres États profonds et à d'autres grosses organisations. On va revenir en France avec une question de Romain. Non, pour revenir sur le grain de sable, entre guillemets, on peut parler du gouvernement de rupture que Michel évoque dans Triangulation. Mais avant d'arriver au gouvernement de rupture, on peut peut-être faire un commentaire sur le résultat des régionales, avec encore une fois un sketch des électeurs de droite qui se retrouvent avec un président de région de gauche et vice-versa, donc qui montre que le système est encore bien verrouillé. À mon avis, ce qui s'est passé aux élections régionales, c'est que au premier tour, on a eu le vote de la France qui s'informe sur Internet, et au deuxième tour, on a eu le vote de la France qui s'informe pas sur Internet. Je pense qu'il faut voir qu'aujourd'hui, il y a une sorte de dichotomie qui est apparue à l'intérieur de l'opinion publique, du corps électoral, avec vraiment des gens qui vivent plus dans le même monde. Il y a encore une bonne partie de la population qui reste captive mentalement des médias, et puis qui, plus profondément aussi, souvent pour des questions générationnelles, est vraiment dans une attitude défensive, de peur, de réflexe. Ce qui s'est passé au régional, c'est qu'au premier tour, on a eu confirmation qu'une grande partie de la France n'en peut plus. En gros, essentiellement, les moins de 50 ans, quand ils sont actifs et qu'ils ont du boulot et qu'ils ne sont pas dans une sous-catégorie de précariat qui a besoin du maintien du système de protection sociale à tout prix, ils ont plutôt tendance à voter FN. Quand ils ont basculé dans une situation de précariat qui a besoin du soutien des prestations sociales, ils vont plus aller voter apparemment vers l'extrême gauche, avec le petit fonctionnariat qui vient en appoint. Cette France-là n'en peut plus. Et puis on a aussi toute une France maintenant qui s'informe à travers avec l'infosphère libre, qui est sortie du piège de la médiasphère, et sur laquelle effectivement les grands partis institutionnels n'ont plus prise, parce qu'une fois qu'on a compris comment tout ça fonctionne, bon. Mais il y a encore à côté de ça toute une France qui continue à être dans les anciennes logiques, qui ne veut pas en sortir aussi souvent, parce qu'encore une fois, derrière, il y a des intérêts, il y a des petites habitudes, etc. Et c'est pour ça qu'à mon avis, sauf si le système à l'échelle continentale se casse la gueule géopolitiquement, monétairement, financièrement avant 2017, ce qui n'est pas impossible. Il faut voir ce qui va se passer avec le Brexit en particulier. Il faut voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent au niveau de l'Union européenne. Mais sauf si le système se casse la gueule avant les élections de 2017, je suis convaincu que ce gouvernement de rupture n'arrivera pas au pouvoir en 2017. Mais après, par contre, quelques années après, oui, parce que de toute façon, ce système va se casser la gueule. Et puis, petit à petit, la proportion de la population qui sort de la médiasphère pour entrer dans l'infosphère libre n'arrête pas d'augmenter. Donc,
Alors, on dit souvent que quand l'Amérique s'enrhume, éternue, le monde s'enrhume. Votre autopsie en 2 mots des 2 futurs candidats, Trump et Clinton, en 2 mots. En 2 mots. Alors d'abord, je suis absolument sidéré par le niveau de la campagne aux États-Unis. C'est-à-dire que vraiment là, je sais pas quoi, c'est des mutants les mecs. Hein. C'est pas possible un truc pareil. Et honnêtement, j'ai du mal à suivre. Parce que moi, je peux pas, je veux dire, je peux pas prendre ça au sérieux, quoi. Un débat entre Ted Cruz et Trump, même si très honnêtement, Trump m'est plutôt sympathique, mais non, mais je veux dire, je suis pas comme ça, je suis pas américain, et je peux pas, quoi. Il y a un moment où ça bloque. Sinon, mon opinion personnelle, bon, c'est que Clinton, c'est pas difficile, hein. Les donateurs de sa campagne, c'est les grandes banques d'affaires. Si elle est désignée candidate, ça sera probablement, en grande partie en tout cas, grâce aux superdélégués. Donc c'est l'oligarchie du Parti démocrate. De A jusqu'à Z, c'est la candidate de l'oligarchie. Elle a eu comme secrétaire d'État, comment ils appellent ça, je sais pas, ministre des Affaires étrangères, une politique catastrophique, belliciste. Donc, si j'étais américain, je voterais pour n'importe qui contre Clinton. Mais je veux dire, n'importe qui, même un fou furieux, un fondu intégral, je voterais. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai à en dire. Lisa, pour une dernière question. Oui, alors Lucien Cerise, vous dites que les limites de la robotisation résident dans l'impossibilité à reproduire l'inconscient humain. Donc il ne serait pas programmable. Et donc l'humain, par conséquent, serait irremplaçable par structure. Pensez-vous que les processus d'ingénierie sociale négative que vous décrivez visent à éradiquer l'inconscient par la transformation de l'homme en objet? Et est-ce possible, selon vous, d'éradiquer l'inconscient? 2 minutes, Lucien. 2 minutes. Non, non, c'est-à-dire qu'en fait, le but de l'intelligence artificielle, c'est de réussir à modéliser l'intelligence. Mais l'intelligence peut-elle se modéliser elle-même? C'est-à-dire, est-il possible, y a-t-il un survol de la conscience? Est-il possible que la conscience survole elle-même intégralement? Eh bien non, c'est pas possible par définition, puisque la conscience est réflexive. Or, la structure même de la réflexion n'apparaît nulle part. C'est en fait, alors le seul moyen possible de modéliser la conscience, c'est-à-dire la conscience réflexive, hein, parce que la conscience c'est forcément réflexif. Alors, parce que les sciences cognitives montrent qu'en fait la conscience apparemment serait produite par donc la circulation d'informations dans le cerveau, mais en fait par une redondance des cheminements. Et c'est ça qui produirait l'effet réflexif. Alors après, c'est une question. Donc on passe d'un problème qualitatif à un problème quantitatif. Mais est-il possible alors à ce moment-là de modéliser ce cheminement redondant de l'information, hein, ce qui permettrait donc finalement en 2 temps de modéliser la conscience en 2 temps, et pas en fait en la modélisant d'emblée, c'est-à-dire ce qui là pour le coup est impossible, puisque précisément la structure en miroir en quelque sorte, la structure réflexive en elle-même n'apparaît pas matériellement. Sauf effectivement en suivant cette piste de la répétition, du fait que l'information passe plusieurs fois au même endroit. Voilà. Bon, et là, à partir de là, donc là, on a en fait un ancrage matériel qui permet de commencer à modéliser. Mais ensuite, il faut réussir, hein, avec nos capacités, je dirais mathématiques quand même nécessairement limitées, hein, à modéliser complètement. En fait, une redondance comme ça du cheminement de l'information dans une mécanique aussi complexe qu'un cerveau humain. Il semble que là, à mon avis, je sais pas comment, ça me paraît pas possible non plus. Donc en fait, en théorie, une intelligence artificielle est possible, mais en pratique, je vois pas comment.
Je vois pas comment, parce qu'il faudrait avoir une somme, des données numériques, enfin des données matérielles, des données expérimentales, en quantité, qui ne pourrait être traitée que par un superordinateur. Mais ce superordinateur, en fait, lui-même n'aurait pas du fait que ce ne serait pas une intelligence artificielle, n'aurait pas les moyens de traiter quelque chose de qualitativement supérieur. Et alors, donc, c'est pour ça que c'est toujours que l'intelligence artificielle, là, d'un point de vue d'un raisonnement strictement scientifique, on peut s'en approcher de manière asymptotique, mais on ne pourra jamais, jamais, jamais y arriver, parce qu'il y a un saut quantique à un moment, enfin une sorte de bond, qui ne peut pas être fait, je dirais, dans le monde matériel, quoi. Et vous disiez pendant la conférence, malgré tout, que des avocats réfléchissent Oui. déjà au droit du robots, robot. voilà. Hein. Mais ça, je pense que Est-ce que ça ne dépend pas de la conscience, justement, de l'intelligence artificielle Oui, sauf que c'est pas une intelligence artificielle, en réalité. C'est une simulation d'intelligence artificielle. Enfin, c'est une simulation d'intelligence, donc c'est une intelligence artificielle, mais pas naturelle. Mais ça va plus loin. Enfin, je veux dire, le transhumanisme là travaille sur l'empathie artificielle. Là, en fait, le but fondamentalement, en fait, c'est même pas d'accorder des droits aux robots, c'est d'en retirer aux humains, fondamentalement. C'est ça. Hein. C'est toujours cette rhétorique des droits qu'on accorde à certains pour en fait en retirer à d'autres. En réalité, c'est la discrimination positive, et ça, c'est vraiment l'algorithme justement de l'ingénierie sociale, quoi. C'est-à-dire, en fait, au prétexte d'être généreux et d'accorder des droits à certaines personnes, en fait, furtivement, on en retire à d'autres, et en fait, on détruit la majorité au prétexte d'accorder des droits aux minorités, etc. Lucien Cerise, Michel Drac, merci infiniment d'avoir accepté cet entretien. Merci pour cette conférence qui fut un succès en termes d'audience. Je rappelle vos deux ouvrages, Michel Drac, Triangulation, repères pour des temps incertains aux éditions Le Retour aux sources. Et vous, Lucien Cerise, ce dernier ouvrage paru chez Contre-Culture, Neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale. Messieurs, ça a été un plaisir de vous recevoir. J'espère que nous aurons d'autres occasions. Merci beaucoup. À très bientôt.